Eh bien, la principale difficulté que je pense avoir un petit peu sous-estimée, c'est à quel point, malheureusement, euh, tous les Congolais attendent uniquement du Trésor la résolution de tous leurs problèmes. Et ce goût pour l'argent facile, pour l'argent de l'État, me paraît avoir atteint un niveau préoccupant parce que, dans une certaine mesure, ça se fait en contradiction avec la notion de l'effort et du travail. Et pour preuve, sur 4 emplois formels en République démocratique du Congo, 3 emplois sont du secteur public et un seul du secteur privé. Ça veut dire que l'emploi du secteur privé qui crée la richesse doit supporter 3 emplois du secteur public, et ça, c'est un sujet de préoccupation majeure pour notre pays. Eh bien, je pense que globalement, les Congolais sont prêts à aller vers des réformes pour peu qu'on leur explique le bien fondé de ces réformes. Les réformes pour lesquelles je m'attendais à beaucoup de résistance, j'ai vu qu'elles sont passées assez facilement, que ce soit devant les chambres ou devant l'administration. Mais c'est un effort permanent. Un effort d'abord de sensibilisation, d'explication, et d'une manière générale, les réformes passent en République démocratique du Congo. Bon, la première, c'est d'abord, il faut digitaliser davantage, parce que la digitalisation est un moyen précieux pour réduire la fraude, pour améliorer la transparence dans la mobilisation des recettes et dans les dépenses, dans la qualité des dépenses. Donc la digitalisation est un impératif. Le deuxième élément, c'est la fiscalité. Il faut bien entendu une fiscalité plus optimale, c'est-à-dire mieux d'impôts, c'est-à-dire des impôts optimisés. Il y a beaucoup de prélèvements qui n'ont plus de raison d'être. Mais il faut aussi et surtout cette grande réforme qui constitue à introduire l'impôt sur les personnes physiques. Et nous l'avons réussi. Au moment où nous parlons, depuis quelques jours, le Sénat de la République démocratique du Congo a validé cette grande réforme en seconde lecture. Et donc nous aurons, après la promulgation par le chef de l'État dans quelques jours, nous aurons cette nouvelle loi qui introduit l'impôt sur les personnes physiques et qui réforme l'impôt des sociétés. C'est la plus grande réforme fiscale depuis 1969. Elle a le mérite d'introduire désormais l'obligation pour les personnes physiques de déclarer leurs revenus et leur patrimoine et de payer les impôts correspondants. Bien entendu, il y aura une bonne tranche de la population qui restera exonérée de l'impôt parce il s'agit de la population à bas revenus, mais la responsabilité pour ceux qui auront des hauts revenus de déclarer leurs revenus, leur patrimoine et de payer l'impôt est un changement majeur qui va contribuer significativement au changement des mentalités et qui va également contribuer à réduire la corruption et la fraude généralisée. Eh bien, ce programme nous apporte énormément de bénéfices. D'abord, il améliore le profil de notre pays. Vu le rôle dévolu au FMI, être en programme avec le FMI, c'est donner le signe que nous avons la volonté de mettre de l'ordre dans nos finances publiques et de les gérer selon des normes acceptables. Avoir un programme avec le FMI, c'est comme faire auditer les comptes pour une entreprise. C'est un gage de sérieux, ça vous donne accès à plus de financement, qu'il soit public ou privé, parce que ça rassure l'investisseur. Aujourd'hui, grâce à ce programme, non seulement nous mettons en œuvre des réformes clés dans la gestion des finances publiques, mais aussi nous avons pu mobiliser des ressources extérieures comme jamais par le passé. Qu'il s'agisse des ressources multilatérales, qu'il s'agisse des investissements privés, nous avons aujourd'hui plus de 8 milliards de dollars supplémentaires en projets de développement en cours de réalisation, financés par les principaux bailleurs. Et là, je ne cite que les 4-5 principaux bailleurs du pays. C'est une révolution. On n'a jamais connu ça dans le passé. Et ces projets, s'ils sont bien mis en œuvre,
Non seulement ils vont nous aider à transformer notre pays, notamment en ce qui concerne les infrastructures. La route Mbujimaï-Bukavu va démarrer dans quelques jours. La route Kananga-Mbujimaï, la même chose. La route Goma-Bukavu également. La route Kisangani-Beni va être lancée dans les prochains jours. L'entrepreneur est déjà à pied d'œuvre. Les premiers paiements ont déjà été effectués. Donc nous allons vers un élan de transformation sans précédent. Nous allons connecter notre pays de l'est à l'ouest. Le port en eau profonde de Banana est en cours de construction avec, dans un futur proche, l'idée de faire une autoroute de Banana à Kinshasa. Nous avons également, dès l'année prochaine, un projet que nous allons lancer, c'est celui de la route Mbujimaï-Kolwezi. Tout ça, c'est grâce à ce nouveau profil qu'a notre pays et grâce à tous ces financements déjà mobilisés et en cours de mobilisation. Et ça, c'est un des bénéfices du programme avec le FMI. L'autre bénéfice du programme avec le FMI, c'est sur le plan social. Eh bien, toutes ces ressources, nous avons renoué avec les appuis budgétaires. Nous avons déjà eu un premier appui budgétaire de 250 millions l'année passée, un deuxième de 250 millions en 2022 et 500 millions en 2023. Nous sommes en train de nous préparer pour un appui budgétaire d'1 milliard l'année prochaine, si tout va bien. Ces appuis budgétaires nous permettent de faire davantage en termes d'investissement public, en termes de dépenses sociales. Nous avons la gratuité de l'éducation qui aujourd'hui est en train de se consolider, un véritable succès. Nous entrons progressivement dans la couverture santé universelle avec une première phase sur les accouchements et les soins du nourrisson. Donc nous sommes vraiment en train de progresser sur tous les plans, capital humain, investissement public, mobilisation des financements extérieurs, profil, image du pays. Tout ça, c'est aussi le programme avec le FMI qui nous permet d'obtenir ces résultats. Quels sont les acquis à consolider sur le plan économique-financier? Eh bien, c'est tous ces résultats dont je viens de parler. Nous avons un grand programme de réforme des finances publiques qui est en cours, qui touche la fiscalité, qui touche la transparence, la transformation, la digitalisation, la transformation du métier de comptable public. La nouvelle direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est en place. Elle est en train de se développer, se déployer. Les comptables publics vont entrer en formation pour améliorer leur niveau et leurs compétences au regard de la nouvelle donne. Nous avons en perspective une nouvelle direction des services informatiques en cours de création. Nous avons un data center déjà en place. Un deuxième va être lancé bientôt. Nous sommes en train d'entrer de plein fouet dans la digitalisation. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec une question précédente, l'identification des citoyens est également une réforme clé parce qu'elle permet d'asseoir cette nouvelle fiscalité, cette nouvelle transparence à travers la digitalisation. Et tout ça, ce sont des éléments en cours que nous devons consolider pour préparer l'avenir. Le gouvernement, la première action entreprise par le gouvernement, et cette action a commencé déjà en 2020, c'était de dire nous mettons fin à tout financement monétaire des finances publiques. Je crois que c'est à partir de mars 2020 qu'on a mis fin à cela et nous avons tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus de financement monétaire des dépenses de l'État, du budget de l'État, et c'est le premier élément pour casser l'hyperinflation ou l'inflation qui chez nous est généralement d'origine monétaire. Mais au-delà de cela, nous vivons dans un contexte international où il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu Covid, il y a énormément d'éléments. Tous ces éléments ont un impact sur les liquidités au niveau international. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de cet accroissement des liquidités au niveau international. Et nous le vivons sur le taux du dollar que nous n'arrivons pas à contenir dans les mêmes niveaux avec une plus forte stabilité, malheureusement, mais cela est une combinaison d'éléments, dont une bonne partie d'éléments extérieurs. En dépit de cela, nous prenons les mesures qu'il faut. Nous avons accru le taux directeur, la Banque centrale a accru le taux directeur. Nous avons renforcé nos mesures à l'intérieur dans la gestion de la trésorerie de l'État
pour assurer que les liquidités du Trésor ne soient pas une source de pression sur le marché de change, parce que l'inflation chez nous, elle est essentiellement liée au marché de change. Mais au-delà de tout cela, nous savons que la vraie réponse, c'est la diversification de l'économie, c'est la production de produits au Congo en francs congolais, avec une comptabilité tenue en francs congolais, un raisonnement fait en francs congolais. Et ça, c'est un travail de long terme qui demande la collaboration de tout le monde. Mais en dépit de tout cela, le gouvernement n'a pas failli dans sa mission de protéger le pouvoir d'achat de la population. J'en veux pour preuve quelques éléments. Le premier d'abord, c'est les dépenses de rémunération. Lorsque vous voyez l'accroissement de l'enveloppe des rémunérations ces 2-3 dernières années, l'enveloppe des rémunérations a été multipliée quasiment par 3, alors que l'inflation ou la dépréciation du taux de change n'a pas été correspondante. Elle a été de loin inférieure à cette augmentation. Ça veut dire que quelque part, le pouvoir d'achat de ceux qui sont rémunérés par le Trésor a été accru. Pas seulement préservé, mais accru. Même s'il reste affecté par la dépréciation. Ensuite, d'un point de vue tout à fait global, nous avons eu une croissance importante, 9% l'année dernière, 6% l'année précédente, encore 6% cette année. Tout cet accroissement du PIB s'est transformé en transferts sociaux à travers la gratuité de l'éducation, à travers toutes les dépenses sociales, à travers la subvention aux produits pétroliers. Tout cela a été fait pour protéger le pouvoir d'achat de la population. Maintenant, est-ce que globalement on a réussi ou pas? Le seul élément d'analyse que je peux mettre en avant, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution du taux de pauvreté, c'est-à-dire le nombre de Congolais qui vivent avec moins de $2 par jour, eh bien, d'après des analyses qui n'ont pas été faites par nous, mais qui ont été faites par des cabinets internationaux compétents et réputés, d'après leurs analyses, eh bien, ces 3 dernières années, le taux de pauvreté, ou ce qu'on appelle l'incidence de pauvreté, a baissé d'environ 10 points de pourcentage, se chiffrant autour de 62%, alors qu'on était à plus de 72% précédemment. C'est le résultat de toutes ces politiques. C'est le résultat de la gratuité qui permet aux ménages de préserver du pouvoir d'achat. C'est le résultat des subventions pétrolières qui permettent de contenir, de protéger le pouvoir d'achat. C'est le résultat de toutes ces politiques, de la croissance économique, des salaires qui ont été augmentés, etc., etc. Donc, nous ne pouvons pas dire que le gouvernement a failli, mais c'est un combat de tous les jours qui va se poursuivre, comme il se poursuit dans toutes les économies du monde. Aujourd'hui, d'abord, il faut reconnaître qu'il est vrai que nous avons un enjeu majeur avec la question environnementale. D'abord, protéger les forêts, produire de l'énergie propre, renouvelable, que nous pouvons faire grâce notamment à notre fleuve, mais aussi grâce au solaire. Et enfin, bien gérer nos minerais critiques qui participent à la transition climatique. Pour tout cela, il faut beaucoup d'investissements publics et privés. Sur le plan public, il faut qu'il y ait des financements, mais il faut qu'il y ait aussi des projets prêts à les recevoir. Nous avions une fenêtre qui s'appelle CAFI, l'initiative pour la protection des forêts d'Afrique du bassin du Congo. Cette initiative avait mobilisé il y a 2 ans 500 millions de dollars. Nous n'arrivons pas à les dépenser. Au moment où nous parlons, sur les 500 millions, nous n'avons dépensé environ que 30 millions de dollars. Alors, comment mobiliser davantage si on dépense difficilement ce que l'on a déjà? Et nous travaillons avec nos partenaires pour comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à dépenser plus efficacement et plus rapidement ces ressources, parce que nous avons un enjeu à préserver. La responsabilité est partagée, mais je crois que nous allons progresser. À côté de cela, il y a d'autres guichets tout à fait privés, comme le crédit carbone. Nous développons le crédit carbone. On avait commencé une première opération à $5 la tonne avec la Banque mondiale. C'était une opération test. Nous venons d'achever une opération à $17 la tonne et nous pensons que nous pourrons aller davantage. Mais pour avoir le meilleur prix en financement carbone, il faut avoir une bonne préparation en amont, c'est-à-dire montrer la qualité du travail que nous faisons pour compter nos forêts et les préserver efficacement. Quand cela est fait, eh bien, le marché peut donner davantage, peut donner plus de 100, 200, $300 la tonne,
Mais quand cela n'est pas fait, eh bien, on ne reçoit pas beaucoup. Mais on a quand même pu passer de 5 dollars la tonne à 17 et nous pensons rapidement passer à 40 et peut-être arriver à 100 dollars la tonne en fonction du travail que nous mettons en œuvre. Et pour réussir ce travail, nous avons des financements. Je viens de faire ratifier par nos deux chambres un projet, financement Banque mondiale, P4S, 400 millions de dollars. Ce projet est fait justement pour protéger les forêts et les savanes. Eh bien, c'est justement cet ensemble d'actions qui vont nous permettre de mobiliser davantage sur la finance privée, c'est-à-dire les crédits carbone. Je crois que nous avons la possibilité de mobiliser des milliards de dollars par an en crédit carbone, mais nous devons faire un travail en amont et c'est sur quoi nous travaillons. Au-delà de cela, nous avons, avec le FMI notamment, nous avons des discussions très avancées sur le fonds de résilience et de soutenabilité, et de durabilité, RST en anglais. Ce fonds va nous permettre de mobiliser jusqu'à 1 milliard de dollars si tout se passe bien. Et ce fonds est lié aux réformes que nous mettons en œuvre par rapport à nos enjeux environnementaux et climatiques. Et les discussions, comme je l'ai dit, sont bien avancées. Nous espérons pouvoir les achever. Oui, d'abord, le premier intérêt de l'État, c'est de ne pas aller s'endetter lorsqu'il s'agit d'un projet commercial qui peut se payer lui-même. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous avons mis en veilleuse le premier projet qui devait être financé par Exim Bank China pour 450 millions de dollars, si je ne me trompe pas, parce que ce projet, il s'agit d'un projet marchand, rentable, et il n'y avait pas de raison d'aller endetter nos enfants sur un projet qui peut se payer lui-même. Et donc, ce nouveau projet qui a été défini, c'est un projet qui n'appellera à aucun endettement de l'État. Et donc, je crois que c'est déjà la meilleure façon de préserver les intérêts de l'État. Pour le reste, il faut s'assurer que ce projet est en phase avec nos impératifs de sécurité, avec le rôle que la RVA doit jouer, avec la protection des droits des employés de la RVA. Tout cela a été fait et au moment où nous parlons, les partis ont discuté de ces questions et ont convenu d'un accord pour aller de l'avant avec cet important projet. Car comme vous le savez, lorsqu'on arrive dans un pays, la première image qu'on se fait du pays, c'est son aéroport. La qualité de l'aéroport, la qualité du service qu'on reçoit à l'arrivée donne une idée, souvent indélébile, sur le pays en question. Et il était temps pour notre pays, grand pays s'il en est, que nous ayons une capacité d'accueil à la hauteur de nos ambitions. Tout simplement, la volonté des deux parties de faire la différence sur un projet donné. Nous voulions nous montrer que c'était possible dans notre pays de faire un projet au vrai coût, avec la qualité qu'il faut. Et du côté turc, il y avait également la volonté de montrer le savoir-faire turc en matière d'infrastructures immobilières de construction, savoir-faire déjà qui a une grande réputation. Et donc, cette combinaison de volonté manifestée par les deux chefs d'État et concrétisée à l'occasion de la visite du président turc à Kinshasa, s'est traduite par ce projet. Et ce projet, effectivement, est un projet exceptionnel par sa taille, par son rapport qualité-prix et par la rapidité de son exécution. Et pour nous assurer que tous ces éléments soient faits dans les meilleures conditions, un cabinet d'envergure internationale a été recruté pour assurer tous les contrôles. Et aujourd'hui, de ce cabinet même, nous apprenons que ce projet est un réel succès par rapport au timing, par rapport à la qualité de travail et par rapport au prix. Pour ce projet-ci, donc 290 millions de dollars américains pour environ 160 000 mètres carrés de bureaux et de salles de réunion. Entièrement financé par l'État congolais. Ce projet est financé entièrement par l'État congolais, en partie sur ressources budgétaires directes, en partie grâce à un prêt de 127 millions, et aussi, pour le terminer dans les délais, le constructeur, la partie turque,
s'est engagé à préfinancer, ce qui a été fait, ce qui nous permet d'arriver à ce résultat. Absolument. D'après le business plan que nous avons fait, ce projet devrait générer environ 300 millions de dollars en 10 ans. C'est-à-dire qu'il devrait se rembourser lui-même en 10 années d'exploitation. Pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont vu un de leurs enfants qui, même s'il n'est pas né à Miabi, même s'il n'y a pas grandi, est originaire de cette partie de notre territoire par ses parents, par sa famille, et a eu le souci de voir ce territoire se transformer. Et j'ai joint la parole, l'intention aux actes en me faisant fort, en utilisant mon influence pour que une attention soit accordée à ce territoire et que certains projets puissent y voir le jour. Et cela a été tellement clair et bien fait que la population, le territoire de Miabi a voulu me le rendre en souhaitant que je sois leur élu. Et donc je suis candidat là-bas pour matérialiser cette volonté commune de transformer un des territoires les plus oubliés, alors en dépit de son potentiel en matière de diamants, et qui vit encore une grande pauvreté. Eh bien, parce que le président Tshisekedi a montré d'abord sa capacité à gérer la complexité. Il est arrivé à la tête de ce pays au moment où tout le monde ne parlait que d'une chose, c'était une transition sans Kabila, qu'on devait faire à n'importe quel prix. Le président Tshisekedi, par sa posture, a réussi à gérer cette transition sans heurts, à gérer cette transition dans la paix, alors que, souvenez-vous, ses principaux challengers, de Lamouka notamment, étaient pour la politique de la terre brûlée, ne croyaient ni aux élections, ni à la machine à voter, ni à rien du tout. Leur intention était de mettre le feu pour repartir à zéro. Le président Tshisekedi, par sa compétence, par son charisme, a réussi à passer cette étape dans la paix. Ensuite, il a réussi à réajuster la scène politique et à orienter la majorité de la classe politique vers une nouvelle vision de transformation et de progrès. Cette vision, une fois mise en place à travers l'Union sacrée, a permis en 3 années de montrer ce que le Congo pouvait faire. Triplement des recettes, multiplication des projets d'investissement sur le territoire, programme de développement des 145 territoires, début de réhabilitation de l'image du pays à l'international. Il a permis de pointer du doigt ce qui n'allait pas par rapport au conflit à l'Est, notamment avec notre voisin de l'Est. Eh bien, tout cela, ce sont des éléments qui montrent qu'il est tout à fait légitime pour le président Tshisekedi de solliciter un second mandat pour consolider toutes ces actions, pour approfondir ce qui est à approfondir et pour accélérer la transformation de notre pays. Et dans chaque domaine, il y a toujours 2 ou 3 choses que l'on peut appréhender comme erreur à corriger. Mais globalement, pour ne rester que sur la tendance de fond, je pense que la tendance de fond est excellente. Sur le plan social, gratuité qu'il veut amener au secondaire, sur le plan politique, la résolution de la question à l'Est, sur le plan de l'armée, la réhabilitation de l'armée, sur le plan diplomatique, la réhabilitation de notre diplomatie. Tous ces éléments sont bien faits. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'ils aillent plus vite. Et peut-être, sur le plan de la gouvernance, la question de la justice, qui reste une épine. Il faut une justice plus solide, qui donne davantage de confiance aux populations, aux hommes d'affaires, à l'ensemble de la communauté. Pour la première fois, notre justice aujourd'hui sanctionne les magistrats, alors que pendant longtemps, on ne le voyait plus. Et donc, ce sont ces éléments sur lesquels on peut faire davantage. Et je crois que le président s'y est déjà engagé. Et peut-être il faut tout simplement le laisser accélérer ces choses en mettant davantage de professionnalisation là où il faut le mettre pour accélérer le pas. Honnêtement, je ne saurais pas vraiment l'utiliser. Bon, on n'en a pas vu beaucoup. Celui qu'on a vu beaucoup, on ne peut pas dire qu'il menait sa campagne honnêtement parce qu'il a été pris
en flagrant délit de mensonge à plusieurs reprises. Les autres, les principaux candidats de l'opposition, on ne les a pas encore suffisamment entendus, mais je pense qu'ils ont quelque chose d'honnête dans leur posture, sur les questions clés, sur leur position par rapport au conflit à l'est du pays, qui est une ligne rouge, et c'est une ligne de démarcation essentielle. On voit si on est ensemble pour la République ou ensemble contre la République. La question du conflit à l'est doit nous permettre de nous déterminer tous. Et donc, les autres candidats de l'opposition ont l'air d'avoir une posture assez claire là-dessus, et c'est rassurant, parce qu'après tout, on se bat d'abord pour le pays. Oui, nous sommes en train d'avancer. Rien que la semaine qui vient de s'écouler ici, on a décaissé près de 90 millions. On va encore faire à peu près la même chose la semaine qui vient. Et là, je crois qu'on aura atteint le compte. Mais on avance, on travaille de la main dans la main avec la CENI. Les gros besoins actuels sont des besoins opérationnels, de dispatching, des besoins de formation de leurs agents dispatchés à travers le territoire. Et donc, ils sont dans une phase qui consomme énormément d'argent. Et nous sommes là, nous veillons pour que cet argent ne fasse pas défaut. Et jusqu'à présent, on tient bien le coup. Et donc, nous sommes confiants que nous allons aux élections à la date prévue. Vous savez, Dieu seul connaît l'avenir avec certitude. Nous sommes des humains, mais ce que l'on peut dire de notre position de simple humain, c'est que tous les éléments que nous voyons indiquent très bien que le peuple congolais souhaite lui donner la chance de continuer encore 5 années. Et pour parler science, plusieurs sondages ont été faits par des maisons internationales, d'envergure internationale, et tous ces sondages confirment la position forte du président Tshisekedi, président sortant, qui est toujours autour de 50% des intentions de vote, très largement devant ces challengers qui le suivent, avec souvent 20 points d'écart, 30 points d'écart. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que cela puisse changer fondamentalement pendant cette campagne. Et donc, nous allons avec une certaine sérénité. Mais après tout, il faut parler aux Congolais. Le président est à la rencontre des Congolais. Il n'est pas dans la manipulation, comme certains. Il n'est pas dans le mensonge. Et attendons le 20 décembre.